Bien, mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place parce que nous allons commencer donc cette présentation. Merci à nos invités, à Nicolas Bidot, directeur de Présence Suisse qu'on connaît bien. Ceux qui sont là ne verront pas bien le film. Ouais, donc vous pouvez vous asseoir de ce côté-là, c'est plus proche du film qui sera projeté là. Très bien, donc bienvenue aussi à vous toutes et vous tous pour cette présentation sur l'Expo universelle 2015, Ambition Suisse à Milan. L'idée c'était, on en a déjà pas mal parlé, on a eu l'occasion aussi de lire pas mal d'interviews et tout ça, mais l'idée c'était d'entrer un tout petit peu plus dans le détail du programme et puis en même temps des enjeux pour la Suisse, d'exposer aussi les prochaines manifestations auxquelles Présence Suisse va participer, et puis de donner la parole également à notre consoeur Louisa Baline, qui vient d'écrire un petit livre sur Milan. Très bien, alors je vous donne tout de suite la parole, mais avant je vais vous demander de signer notre petit livre d'or, comme le veut notre tradition. Le stylo est là. Mais c'est pas un stylo... non, ouais. Très beau stylo. Très bien. Non, il fallait que ce soit un stylo qui... Présence Suisse, pas mal. Très bien. Merci Nicolas, merci Louisa. Et puis je passe la parole tout de suite à Nicolas. Merci, bonjour à tous. Merci au Club Suisse de la Presse. Merci à Guy pour cette invitation. Je suis très content d'avoir à mes côtés Madame Louisa Baline, qui est non seulement l'auteur d'un livre sur Milan, mais aussi une co-organisatrice de la journée genevoise à l'Expo au pavillon qui aura lieu en septembre. Elle vous donnera quelques détails plus tard. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'aller à l'Expo, je commence dans le vif. C'est une expo qui est consacrée au développement durable dans le domaine de l'alimentation, Nutrire il pianeta, Energia per la vita. C'est 6 mois, 1er mai au 31 octobre. On attend 20 millions de visiteurs. Pour l'instant, l'Expo tient ses promesses. On est dans une moyenne, un peu moins que 20 millions, mais on est dans une fourchette entre 18 et 20 millions. Donc c'est une expo populaire sur un thème très subtil du côté de l'Italie. On est dans le pays de l'alimentation, le pays du slow food, et une exposition universelle sur ce thème, c'était bien vu parce que ça encourage les masses qui sont tous, je dirais, intéressés par cette nouvelle religion qu'est l'alimentation, la nourriture. C'est une expo particulière pour la Suisse parce qu'elle est à portée de train. On est tout près de la Suisse, on est beaucoup plus proche de la Suisse que du sud de l'Italie, ce qui fait que nous avons en fait un double exercice de communication, un exercice de communication vis-à-vis du public étranger, italiens et étrangers. 20% d'étrangers sont prévus, beaucoup de Chinois par exemple ont acheté des billets, mais aussi le public suisse, donc il y a une petite dimension expo nationale, ce qui renforce les challenges en termes de communication. Je vous y invite, vous avez vu, Genève, 3h43, le train s'arrête avant Milano Centrale, ce qui veut dire que vous sortez du train à l'Expo et vous êtes 10 minutes après sur le site de l'Expo. L'Expo, c'est 145 nations, et nous, la Suisse que vous voyez avec le petit drapeau est entre le pavillon italien et le pavillon allemand. On est en quelque sorte à la maison, dans une dynamique de visiteurs qui nous profitent par rapport à ces deux mastodontes. Leurs pavillons sont des mastodontes, pas ces pays bien sûr, ce qui nous permet d'avoir un bon flux de visiteurs. Une participation à une expo universelle, ça se planifie, c'est un long voyage. Tout a commencé tout d'abord par la volonté du Conseil fédéral d'adhérer à ce projet. On était le premier pays qui a décidé d'y aller, ce qui nous a valu pas mal d'échos médiatiques positifs en Italie. Ensuite, mise au concours, c'est le projet Confederation Helvetica qui a gagné. C'est un bureau d'architectes, un jeune bureau d'architectes de Brugge, dont vous découvrirez ensuite la création. Ensuite, c'est de l'argent, bien sûr. Le Parlement, à l'unanimité, qui accepte le message du Conseil fédéral, 23,1 millions de budget. Le Parlement nous invite également, nous oblige également à trouver, dans le cadre de ces 23,1 millions, 8 millions du côté des fonds privés. Donc, c'est 15 millions que la Confédération a investi dans l'opération. On avait décidé de communiquer avant l'Expo, c'était une belle opération. On a fait un Giro del Gusto, on a présenté la Suisse à Milan bien sûr, à Rome et à Turin. Et ça nous a permis au fond de nous positionner avant l'ouverture de l'Expo. Les médias italiens étaient très friands de ces pays qui annonçaient leurs intentions. Ça nous a été favorable en termes de médias, mais aussi
ça nous a été favorable en termes de préparation. Je ne vous dis pas la difficulté qu'il y a à exporter de la nourriture dans le pays de la nourriture. L'Italie a à sa façon ses petites défenses protectionnistes, mais ça nous a permis de savoir que certains produits étaient à disposition, d'autres non, ce qui est essentiel pour le restaurant du pavillon, dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà, l'Expo, c'est un pays, un pavillon. Vous avez devant vous le pavillon un peu austère que la Suisse présente à Milan. Austère parce qu'on a renoncé, je pense, aux sirènes du bling-bling. On a travaillé sur les contenus. C'était un vœu des organisateurs de travailler sur les contenus. Vous avez toujours un petit risque dans ces expos, c'est de tomber dans un concours de beauté architecturale et d'oublier les contenus, d'être trop commercial ou trop touristique. Une expo, c'est des belles architectures, c'est du commerce, c'est du tourisme évidemment, mais ça doit être aussi un message politique, une réflexion pour l'avenir, pour les générations futures sur le thème de l'expo. C'est ce qu'on a essayé de faire. Je vous présenterai ça dans les détails. Pour nous, évidemment, être en Italie pendant 6 mois, c'est la possibilité de faire la promotion pour nos produits, pour notre design, pour notre culture, pour les grands projets comme par exemple l'ouverture du Gothard dans 1 an, et puis évidemment du tourisme. C'est aussi la possibilité pour nous de faire passer des valeurs qui sont importantes pour nous. Tout d'abord, l'ouverture. L'image de la Suisse en termes d'ouverture souffre notamment depuis un certain nombre de votations qui font croire à l'étranger que la Suisse est un pays fermé. Le pavillon suisse est très ouvert. On a décidé de n'avoir pas une ouverture, mais plusieurs ouvertures, de manière à pousser à cette ouverture. On a beaucoup de guides également qui parlent toutes les langues possibles, de manière à donner l'impression d'ouverture, ce qui est un axe important de notre communication. L'innovation et la tradition, cette balance bien helvétique, un pays qui est au top des rankings d'innovation, mais qui n'a pas perdu ses racines, qui arrive à vivre l'innovation dans la tradition. La solidarité, la responsabilité, vous le verrez surtout à travers l'attraction principale du pavillon, ces 4 tours. Je reviendrai là-dessus plus tard. Le développement durable, la volonté pour nous de s'inscrire à la fois maintenant, mais dans l'avenir. C'est nos valeurs. Des messages qu'on veut faire passer, ouverts, attractifs, responsables et solidaires, c'est important. Ces 4 tours qui sont dans la slow education, l'importance ici qu'on donne à la responsabilité individuelle pour assurer un développement durable. Et puis, les moteurs classiques de la Suisse, 4 cantons avec nous, 3 villes, le fédéralisme, et puis des agriculteurs. C'est la première fois qu'on est avec la paysannerie suisse, ensemble, pour présenter l'image de la Suisse. Le public-privé est un élément essentiel. 8 millions viennent du privé, en dehors de la Confédération. C'est aussi, je pense, une des formules magiques de notre pays. Les partenaires, vous les avez ici. Les 4 cantons du Gothard, Grison, Tessin, Uri, Le Valais. 3 villes, les 3 villes les plus puissantes du pays, Bâle, Zurich et Genève. On reviendra sur Genève tout à l'heure. Un partenaire important, le plus important, avec Nestlé, les Salines suisses, l'Union suisse des paysans, Fort, Vachon-Constantin, l'horlogerie suisse et genevoise, Clarion, Geberit, Nussli qui construit notre pavillon et 8 pavillons à l'Expo, qui est une entreprise de Turgovie qui s'est spécialisée dans la construction temporaire, les partenaires officiels, Palexpo, qui n'est pas loin d'ici, Palexpo pour la première fois qui sort de ses murs pour tenter de faire ce que font souvent les Allemands depuis longtemps, ces Messe qu'on connaît en Allemagne, s'exportent. Et l'idée, c'était de tenter une première exportation, de voir si Palexpo pouvait offrir ses services à l'extérieur du pays. Swiss Wine, Swiss Tourism, ID.com, une boîte fashion neuchâteloise, et puis tous nos partenaires bernois, très importants, l'Office fédéral de l'agriculture, qui donne des subventions dans le cadre de ce pavillon, les transports qui commencent la campagne de communication sur le Gothard, la sécurité alimentaire qui fait passer ses messages sur l'équilibre dans l'alimentation, et nos collègues de la coopération développement qui, comme vous le savez, ont des axes très importants dans le domaine de l'alimentation, notamment tout ce qui concerne l'agriculture et l'eau. Et chaque pays se voit attribuer une journée nationale. La nôtre, c'était le 18 mai. Le 18 mai, durant lequel la présidente de la Confédération est venue nous voir, puis elle était voir M. Renzi à Rome. On a fait un petit film qui vous mettra dans l'ambiance de l'expo et dans l'ambiance du pavillon. On y va.
but nothing moved in your eyes. And if you had a heart, well now it would be broken. And if you had a heart, well now it would be broken. Le parcours de la présidente, au fond, toutes ces journées nationales sont intéressantes. Il y a d'abord un discours au tout début de l'expo, puis vous marchez dans cette grande allée que les Italiens ont appelée le Decumano. Donc cette grande allée dans laquelle vous retrouvez tous les pavillons. Le nôtre étant à la fin de l'expo, on a eu une grande marche qu'on a voulu populaire. On a invité 3 fanfares des cantons partenaires et des lanceurs de drapeaux. Ça vous n'aurez pas raté les lanceurs de drapeaux du canton d'Uri, qui nous ont amenés tout en tradition dans ce pavillon qui est lui-même par contre plus du tout traditionnel. C'est ce mélange entre ces deux dimensions de la Suisse qu'on a voulu faire jouer. Vous avez vu à un moment donné la présidente de la Confédération passer dans des couloirs, c'était les 4 tours du pavillon suisse. Ces 4 tours du pavillon suisse sont en quelque sorte nos icônes. On a voulu à travers ces tours réfléchir avec les visiteurs sur la question des ressources. Les ressources sont réparties de manière inégale dans le monde et la possibilité de faire avancer les choses, elle appartient bien sûr à l'intervention des États, notamment dans le cas des pays du Sud, mais aussi par rapport à notre propre consommation. On a voulu faire réfléchir les citoyens et les citoyennes qui visitent le pavillon à leur capacité propre de faire changer les choses. Vous savez peut-être qu'un tiers de ce que nous achetons ici dans cette salle finit à la poubelle. Le food waste commence à nos portes et le food waste a un impact très fort sur la production nationale, internationale de produits. Donc ces tours sont remplis de KPI symboliques, sont remplis de Nescafé pour montrer l'innovation de la Suisse, sont remplis de pommes séchées bio pour montrer la biodiversité et l'importance de la paysannerie suisse pour la Suisse, de sel pour montrer le lien avec l'industrie chimique et la santé, et puis l'eau non pas sous forme de bouteilles en plastique, mais sous forme de petits gobelets que vous pouvez tout simplement prendre, vous servez un peu d'eau et ensuite vous sortez avec ces souvenirs ou pas. Vous rentrez dans les tours et les guides vont vous informer sur ces produits, mais vous informer aussi sur les limites des ressources dans le monde et les limites de chaque comportement. Ces tours sont remplis au début de l'expo, ne sont plus du tout remplis, donc elles vont en fait évoluer en fonction de la consommation des visiteurs. On a, il y a une semaine, baissé le niveau des tours parce qu'on n'avait plus rien dans le domaine de la pomme et de l'eau. Voilà comment on a baissé les tours. Parce qu'au fond, on ne savait pas dès le départ comment est-ce que le consommateur allait se comporter, est-ce qu'on allait avoir une razzia sur nos produits, ce qu'on a eu en partie. Il y a eu une razzia sur les pommes, c'est un peu le produit exotique, les pommes séchées. Il y a eu une razzia sur l'eau, les gens avaient soif et que le gobelet est joli. Moins de razzia sur le café et le sel. Et donc, au fond, au bout de 2 semaines et demie, on n'avait plus d'eau et plus de pommes. Ouais, on peut rallumer. Et donc, c'est très intéressant pour nous. On a laissé pendant 2 semaines, 3 semaines, la pénurie. Les gens s'énervaient, les gens réfléchir avec le vide sur des pommes, le vide sur l'eau, ce qui nous a permis des confrontations intéressantes. Je dirais que 10% des visiteurs sont très frustrés, venaient pour manger des pommes bio et boire un verre d'eau, ce qu'ils n'ont pas eu.
Je dirais que 50% des visiteurs se posent des questions sur leur propre place, leur propre rôle à jouer dans la consommation. Et puis 40% étaient tout à fait convaincus par ce concept, qui est probablement, et je le dis sans frimer, qui est probablement un des concepts les plus originaux et les plus sérieux de l'Expo, parce que vous avez vraiment une réflexion sur la question du développement durable. Et c'est vrai que beaucoup de nos confrères sont tout de même tombés dans le piège du commerce et du tourisme. Je dirais qu'il y a entre 15 et 20 pavillons qui sont très intéressants, qui posent des questions sur les ressources, sur le développement durable. Et le reste, c'est un peu le pari de l'Expo, et plutôt sur un concours de beauté et des questions commerciales, ce qui appartient aux expos. Du moment où les expos existent, vous aurez cette dimension commerciale, vous aurez cette dimension touristique, vous aurez cette dimension Disneyland. Ce qui est très important, c'est que les contenus politiques restent, que les débats politiques aient lieu, et c'est ce qui justifie les expos. Si vous n'avez plus ces débats-là, alors c'est des foires, et il n'y a plus de raison de faire des expos, à mon avis. Cette expo est réussie dans ce sens-là, il y a quand même un noyau politique, le nôtre étant, je dirais, original parce qu'il n'est pas présenté à travers des écrans ou des installations high-tech, mais à travers une expérience, celle du consommateur. Ce que j'ai demandé à mes guides lorsque les gens rentrent dans les tours, c'est de dire « bienvenue dans le supermarché responsable ». C'est un peu ce qu'on essaye de faire. Voilà, un premier bilan sur bientôt 2 mois d'expo. On a 400 000 visiteurs qui sont rentrés dans notre pavillon, une moyenne de 8100 par jour. Ça correspond à nos attentes. On sera entre 1,5 et 2 millions, je pense, de visiteurs à la fin, ce qui correspond à ce qu'on a eu à Aichi, ce qu'on a eu à Shanghai. C'est une expo qui a eu de la peine à démarrer. C'est une expo qui a été réduite en termes d'heures d'ouverture, ce qui fait qu'on a baissé nos attentes. On avait parié sur 3 millions avec les heures d'ouverture qui étaient beaucoup plus tôt et beaucoup plus tard. L'expo est un tout petit peu réduite, notamment à cause des infrastructures de transport, ce qui fait que pour l'instant, je peux vous dire que c'est un succès. La visibilité médiatique est forte, voire très forte, précisément parce que nous offrons une réflexion originale sur le thème de l'expo, ce qui plaît beaucoup aux journalistes italiens et étrangers. Les journalistes suisses, c'est toujours assez intéressant parce que cette confrontation à ces tours suscite des réactions chez les Suisses très personnelles. J'ai très étonné, par exemple, de voir les réactions des paysans suisses. Les paysans suisses, ou les fils et les filles de paysans, ceux qui sont imprégnés du monde de paysans, ont un sentiment d'angoisse dans la tour des pommes qui est vide. La tour des pommes qui est vide, ça leur rappelle finalement ce que doivent éviter tous les paysans, à savoir la pénurie, la mauvaise récolte, le vide. C'est beaucoup d'émotions pour les paysans suisses. Et j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec eux. Maintenant qu'on a descendu les tours et que c'est plein de pommes, et ils rayonnent, mais le vide les faisait réfléchir. C'est très intéressant, ça nous fait réfléchir sur ces questions de sécurité alimentaire qui sont notamment un enjeu, comme vous le savez, de l'initiative déposée par les paysans. Voilà pour les médias. Les interactions numériques marchent bien parce que c'est une expo qui est de zéro, c'est clair. Donc là, on a une forte présence. On s'est préparé depuis 1 an et demi, ce qui nous aide beaucoup. Et puis, ce qu'on mange, les mincées de voile zurichoise avec les rösti classiques, les pizzoccheri de Valposciavo et la fondue sont les locomotives du pavillon suisse. Cette opération est là aussi pour renforcer nos relations bilatérales, c'est clair. Les premiers résultats sont très encourageants. La présidente de la Confédération, comme vous le savez, est venue chez nous, a pu avoir une discussion à la suite avec le président du Conseil, Matteo Renzi. Cette expo nous a ouvert des portes avec le gouvernement parce qu'on a joué le jeu de l'expo, on l'a joué avant en s'engageant pour cette expo, on le joue maintenant en étant sérieux sur notre thématique. Le ministre des Affaires étrangères italien qui a vu son homologue, M. Burkhalter, il y a 3 semaines, a dit que le pavillon suisse était le plus intelligent de l'expo. Il a raison. Non, mais tout ça pour vous dire que c'est une mécanique qui est forte. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de cette expo? Pour corriger aussi notre image. Notre image avant l'expo dans la population italienne, c'était celle-là, une enquête qu'on a faite avant l'expo. Beaucoup de clichés, chocolat, cheese, clocks, et évidemment beaucoup d'affaires financières, banking and finance. Ça, c'est ce que pensaient les Italiens de la Suisse. Ça, c'est ce que pensaient les médias de la Suisse. Les médias, comme vous pouvez le voir, se distancient un peu des clichés pour s'intéresser davantage aux affaires politiques et financières qui nous concernent. Et puis, moi, ce que j'aimerais essayer de faire, est-ce qu'on voit un petit peu,
ce qu'on voit maintenant dans la couverture médiatique italienne sur l'Expo et la Suisse, c'est plutôt ça. C'est un pays qui est ouvert, c'est un pays qui est généreux, c'est un pays qui est solidaire, c'est un pays qui est innovant, c'est un pays qui s'engage dans l'humanitaire. Cornelio Sommaruga, je l'ai mis là parce qu'il est venu nous voir et ça fait plaisir de voir ces personnalités tessinoises qui ont cette dimension-là et qui incarnent en quelque sorte les valeurs de l'humanitaire. Voilà ce qu'on aimerait faire, un changement d'image, je l'espère. Et en tout cas, on est plutôt dans cette direction avec notre pavillon. Rapidement peut-être, les perspectives, notre vie à présent suisse en communication, le gouvernement ne s'arrête pas à Milan. On est en pleine préparation sur nos maisons suisses, on a les pavillons suisses et les maisons suisses. La prochaine ouvrira ses portes dans quelques jours à Arles. On avait l'envie de trouver une maison suisse qui s'arrête un petit peu sur les arts et la culture et les artistes suisses, qui sont une dimension trop peu connue à l'étranger. Raison pour laquelle on a travaillé avec Arles. Le directeur de Arles est venu nous voir en nous disant, vous savez, il y a une programmation incroyable de photographes suisses et on ne la met pas en évidence. Un peu à l'image de cette photo du Tché que tout le monde connaît dans le monde entier, mais dont personne ne sait qu'elle a été photographiée par un Suisse, René Bury, maintenant il le savait. Et finalement, je m'arrête souvent sur ce symbole. Beaucoup de photographes suisses sont très connus à l'étranger, leurs photos sont connues, moins eux-mêmes, et moins toute la dynamique de photographie de ce pays, à savoir ses photographes, ses écoles, ses institutions. Donc on aura une maison suisse à Arles qui va mettre en avant la programmation indépendante du directeur artistique et mettre en avant aussi le monde de la photo. Je vous invite aussi à y venir. Arles s'ouvre le 6 juillet et est ouvert au public pendant 2 mois et demi. Ça, c'est notre prochaine opération, la première opération parfaitement culturelle, une maison suisse culturelle à Arles. Ensuite de ça, si on joue bien, qu'on met autant de buts qu'on en a mis en Lituanie, on devrait être qualifié pour l'Euro. Et là, l'idée aussi, c'est de travailler sur une maison suisse à Paris, pays dans lequel on a un besoin de communication dans différents domaines. Donc on n'a pas encore la nature ni le lieu de la maison suisse, mais on y travaille en fonction des derniers matchs qui auront lieu, notamment que la Slovénie en septembre prochain. Vous avez ici un Shadan Sakiri en pleine forme. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va avec la maison suisse à Rio. À Rio, on s'est déjà chauffé durant la Coupe du Monde. On a choisi l'endroit que vous voyez là. Pour ceux qui connaissent un peu le Brésil et Rio, les 2 plages que vous avez à droite et en bas de l'écran, ce sont les plages les plus connues, les tartes à la crème de la communication brésilienne, Copacabana et Ipanema. Et nous, on a joué durant le mondial ce petit lac intérieur, la Lagoa, à égale distance entre les 2 plages, un lac très apprécié par les Brésiliens. Ils se promènent, ils font du vélo, ils aiment être là. On a mis notre maison suisse là pendant la Coupe du Monde, ça a très très bien marché. On va remettre ça avec 3 kiosques qu'on va suissiser. Donc ces kiosques sont tout à fait classiques de ce qu'on trouve à Rio, des kiosques. Et puis là, on va travailler sur cette Suisse qu'on présente en fonction de nos intérêts économiques et financiers et touristiques, évidemment. Vous sentez bien là qu'on va suissiser et sportiver. En bas à droite, vous rêvez pas, c'est bien une patinoire. L'idée, c'est de travailler sur une patinoire en synthétique, et qui est un symbole de la Suisse, la patinoire, mais aussi le synthétique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on se pose beaucoup de questions aujourd'hui, au CIO notamment, sur des jeux d'hiver qui travailleraient sur de la glace synthétique, parce que le plus gros dommage à l'environnement, la plupart du temps, c'est la glace qu'il faut créer pour les pistes de bob notamment, et les sauts à ski. Donc on aura une patinoire. Est-ce qu'on va la vendre à Zurich? Ça, c'est pas encore fait. Et voilà nos prochain projet. Merci de votre attention. Merci beaucoup, effectivement, Nicolas Bidault. Effectivement, vous avez fait un bon choix, là, parce que le lac dont vous parlez, effectivement, très couru, notamment tous les joggeurs de Rio. On va tout de suite passer la parole à Louisa Baline pour vous présenter son livre sur Milan. Et puis après, on passera aux questions. Merci Guy, merci au Club Suisse de la Presse, merci Monsieur l'ambassadeur, cher Nicolas. Je vais tout de suite peut-être compléter ce que vous avez dit par rapport à la présentation de Genève sur le pavillon suisse. Alors, ça m'a fait plaisir de visiter l'expo et le pavillon suisse parce que lorsqu'on s'est vu il y a une année pour la pose de la première pierre du pavillon suisse à Milan, on se disait mais
comment est-ce qu'ils vont réussir à finalement terminer cette exposition dans les temps? Je crois que c'était la grande question. Le pari est tenu et l'exposition existe, le pavillon suisse aussi. Donc, comme vous le savez, je collabore au Festival du film et Forum international sur les droits humains, le FIFDH, qui organisera en collaboration avec la ville de Genève 2 événements sur le pavillon suisse les 17 et 18 septembre. Alors, il y a eu une conférence de presse de M. Sami Canaan il y a quelques jours qui a présenté les différentes journées auxquelles participe Genève. Moi, je vais me concentrer sur ces 2 journées, le 17 et le 18 septembre, sur le pavillon suisse. Donc, nous aurons le 17 un événement à partir de 14h qui sera destiné aux jeunes et qui s'appelle Rêve d'Europe, quel droit pour les personnes migrantes. Nous allons présenter le film qui a gagné au FIFDH cette année le Grand Prix de Genève, qui s'appelle Io sto con la sposa, On the Bright Side, qui est présenté par 3 cinéastes, 2 Italiens et un Palestinien, qui est un film très intéressant, un documentaire de création qui montre l'arrivée donc de 5 migrants qui viennent à Lampedusa. Ce sont des Syriens et des Palestiniens. Et parmi ces jeunes, il y a un très jeune rappeur. Et qui partent de Lampedusa, qui arrivent à Milan. Et depuis Milan, ils vont faire un voyage très intéressant sous prétexte d'un mariage. Donc, ils vont traverser les frontières de différents pays pour arriver de l'Italie en Suède. Je ne vous en dis pas plus puisque je vous invite évidemment à venir à Milan et voir ce film. Ce film est candidat au prix David de Donatello en Italie pour le meilleur documentaire, et l'un de ces 3 réalisateurs, Gabriele Del Grande, vient d'obtenir le prix Caritas 2015 pour son engagement. Donc c'est vraiment un film magnifique que je vous invite à voir. Il y aura évidemment une discussion avec les jeunes et l'un des 3 réalisateurs, et puis nous espérons de pouvoir faire venir aussi une personnalité qui intéresse les jeunes. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant puisque nous sommes en négociation. Donc ça sera le 17 autour de cette thématique qui est vraiment très intéressante et qui va intéresser les jeunes, non seulement ceux de l'école suisse, la Scuola Svizzera di Milano, mais aussi évidemment des jeunes, des écoliers, des lycéens, des écoles italiennes qui sont à Milan. Le 18 à 20h, le soir, toujours sur le pavillon suisse, nous aurons un débat sur la question du commerce et l'accès à la terre et le droit à l'alimentation. Nous aurons des invités. Nous aurons 3 invités, parmi eux Jean Ziegler, que vous connaissez, sociologue, écrivain, ancien, qui travaille actuellement au Conseil des droits humains, au comité donc, de consultation, comité consultatif, et qui a aussi été l'ancien représentant pour le droit à l'alimentation des Nations Unies. Dans ce débat, il y aura aussi une représentante importante d'une ONG qui s'appelle Pain pour le prochain, qui est, elle, la responsable du dossier Accès à la terre, qui s'appelle Silva Liberer. Et puis, nous sommes aussi en contact parce que nous souhaitons avoir un représentant de l'économie qui soit là pour ce dialogue. Donc, je ne vous en dis pas plus parce que pour l'instant, nous sommes en contact avec 2 personnes, et puis nous ferons évidemment un communiqué de presse. Donc, nous vous invitons évidemment à venir sur ce pavillon suisse pour écouter ces débats, pour visiter l'expo. Alors, l'expo Milan 2015 nous a donné l'idée, avec l'éditeur belge Levikata, d'écrire un livre qui s'appelle Milan, audacieuse et orgueilleuse, dans la collection L'âme des peuples, collection qui est dirigée par Richard Verly, notre confrère que vous connaissez sans doute. Et l'idée, c'était justement par rapport à cette exposition, de se dire, mais pourquoi finalement est-ce que les responsables ont choisi Milan ? Et qu'est-ce que cette ville de Milan représente aujourd'hui ? Alors, comme vous le savez, Milan est la capitale économique de l'Italie. Elle est aussi une ville très dynamique, très active. Alors, on dit qu'elle est la capitale, évidemment, de la mode, puisque vous avez plus de 800 showrooms à Milan. Vous avez les grandes marques, les grands couturiers qui sont là, les agences de mannequins. Donc, c'est une industrie, la mode, qui fait vivre et travailler beaucoup de personnes. Vous avez aussi le design, qui est très, très important pour l'Italie et pour Milan, puisque le design a réussi finalement à élever
au rang d'art cet artisanat italien. Et milanais notamment, qui a une longue tradition, puisque après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'Italie était à genoux, eh bien, le design a permis aussi, avec l'industrie, de remettre en marche cette industrie italienne et de redonner à l'Italie justement le courage d'aller de l'avant. Nous avons dans ce livre, l'idée était de faire un récit de voyage sur Milan, donc c'est pas un guide touristique mais plutôt un récit de voyage. Et puis j'ai interviewé aussi 3 personnalités éminentes de la vie milanaise, le rédacteur en chef du Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, qui était donc rédacteur en chef jusqu'au 31 avril, qui a maintenant passé le flambeau, donc qui nous décrit aussi pourquoi le Corriere della Sera a vraiment été le journal qui a accompagné tous ces changements, non seulement en Italie, mais à Milan. J'ai aussi interviewé un historien qui replace Milan dans l'histoire de l'Université Cattolica, Danilo Zardin, et puis un écrivain, un romancier qui nous parle de cette Milan qu'on dit souvent Milano da bere aussi, puisqu'elle représente aussi toute une époque dans les années 80-90. Donc, il nous en parle dans ce livre. J'ai aussi rencontré des Milanais, des jeunes, puisque cette ville est une ville extrêmement dynamique et qui donne la possibilité aux jeunes de trouver aussi du travail, de se perfectionner, d'étudier. Dans ce livre, vous trouverez 3 étudiants de la Bocconi qui parlent de leur expérience et aussi le recteur de cette prestigieuse université Bocconi qui est là aussi, Andrea Sironi. Et puis, on ne peut pas parler de Milan, évidemment, sans évoquer la Scala, qui est le théâtre lyrique par excellence. Donc là, la personne qui s'occupait de la communication nous a donné un aperçu de ce qu'est la Scala, ce microcosme finalement de l'Italie, puisque la Scala a accompagné évidemment l'histoire culturelle et musicale de l'Italie. Nous avons aussi d'autres personnes dans ce livre, donc je vous invite à le découvrir. Je vous ai mis à l'entrée aussi une brochure avec les autres livres de la collection L'âme des peuples aux éditions Nevicata. Pourquoi est-ce qu'il faut aller à Milan, je pense, ces temps-ci? Parce que, comme disait l'ambassadeur Bidot, c'est une ville qui est à portée de train. Vous arrivez à la gare de Rho, sans avoir à aller à Milan. Si vous ne souhaitez pas y aller, vous pouvez y aller pendant une journée. Ça serait un petit peu dommage parce que vous avez des pavillons absolument intéressants dans cette exposition. Et dans ce livre, je voulais aussi vous parler d'une chose qui est très originale, qui vient d'être inaugurée. Et c'est un lieu qui s'appelle le Refettorio Ambrosiano. Ce Refettorio Ambrosiano a été refait, redessiné par des designers italiens et des artistes italiens comme Gaetano Pesce, comme Patrizia Urquiola et d'autres. C'est un lieu qui se trouve dans le quartier Greco, qui est un quartier populaire de Milan. Et il s'agissait d'une salle de théâtre des années 30, le théâtre, je dirais, qui jouxte la petite église. Et ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est de montrer finalement que Milan est aussi une ville très très solidaire et qui a toujours été ouverte à la solidarité. Et avec le soutien de Caritas et du diocèse milanais, eh bien, les responsables ont voulu donner la possibilité aux personnes dans le besoin qui sont suivies par Caritas dans leur intégration de venir tous les soirs dîner gratuitement au Refettorio avec des plats qui, pendant les mois de l'exposition, donc qui se termine le 31 octobre, sont préparés par les plus grands chefs qui viennent à Milan. Ils sont sur le pavillon de leur pays et le soir, eh bien, ils préparent avec ce qui est considéré comme l'excédent alimentaire de l'exposition. Eh bien, tous les soirs, ces chefs, grâce à leur créativité, préparent des mets absolument succulents pour que ces personnes puissent avoir aussi un moment de beauté, un moment où elles peuvent déguster des spécialités et où elles peuvent voir un endroit qui est lumineux et qui a été vraiment mis en valeur par des
vraiment des artistes éminents. Et c'est une très belle opération. Je tenais à vous en parler parce qu'il vient d'être inauguré, ce Refettorio Ambrosiano, qui suscite l'intérêt puisque j'ai lu dans le Corriere della Sera que Madame Michelle Obama, qui a visité l'expo il y a quelques jours, a envoyé sa délégation pour aller visiter le Refettorio Ambrosiano. La présidente de la Chambre des députés italienne, Laura Boldrini, y est aussi allée il y a quelques jours. Donc c'est vraiment un endroit qui est hors les murs de l'expo, mais que je vous invite vraiment à visiter. Il est aussi ouvert aux enfants et aux personnes du quartier à midi. Il se visite, vous trouverez tous les renseignements sur le site www.refettorioambrosiano.it. Il se visite sur rendez-vous parce qu'il n'est pas ouvert toute la journée, mais vraiment vous y serez accueillis et vous verrez des choses très très belles. Voilà, maintenant je pense que vous avez beaucoup de questions pour Monsieur l'ambassadeur, si vous en avez concernant le livre, concernant aussi les 2 journées FIFDH sur le pavillon suisse. Je vous invite aussi évidemment à regarder sur le site de la ville de Genève, puisque vous aurez toutes les informations des autres événements qui seront organisés par la ville de Genève entre les mois d'août à octobre. Donc vous aurez plusieurs événements organisés par la ville de Genève. Je vous remercie de votre attention. Merci Louisa. Merci pour ces deux exposés, ces 2 présentations. Moi, j'avais une question d'abord pour M. Bidot. C'est qu'est-ce qui change par rapport à... Quel est le grand changement par rapport à Shanghai? Parce qu'à Shanghai, on avait aussi un pavillon qui avait été bien remarqué avec le fameux téléphérique, les pentes herbus, ça me fait sensation, je m'en souviens. Qu'est-ce qui différencie ces 2 expositions? On en a aussi beaucoup parlé. Au niveau du contenu, quelle est un peu l'approche ou qu'est-ce qui a changé Bon, tout d'abord, je pense que l'expo milanaise est une expo dont le thème fonctionne. C'est-à-dire que c'est un thème populaire, je dirais, qui est lié à l'Italie d'un côté, et qui est devenu une sorte de religion, en tout cas dans les pays occidentaux. Donc je crois qu'on a envie d'aller à l'expo parce que c'est à Milan et parce que le thème intéresse. Je mets au défi ici l'Assemblée de se rappeler quel était le thème de Shanghai. C'était, je vous aide un peu, les villes de demain. Donc c'était la question de l'urbanisme. C'est une question importante, mais ce n'était pas une question qu'on liait de manière très naturelle non seulement à la Chine d'un côté, et de l'autre, ce n'est pas un sujet très populaire. Donc ça, c'est la première remarque. Et puis, en ce qui concerne la Suisse est perçue en partie par rapport à 2 locomotives de communication qui sont liées à l'agroalimentaire, le chocolat d'un côté, le fromage de l'autre. Donc, on est à 2 pas de chez nous, sur un thème intéressant, et c'est ce qui fait la différence. Je pense que notre pavillon à Shanghai était pertinent, était fort, mais on ne s'en rappellera pas par rapport au thème de l'expo. On se rappellera du télésiège qui marchait ou pas, on se rappellera de l'architecture qui était plus forte, je pense, que notre pavillon actuel à Milan, mais je pense que tout le monde va se rappeler de notre pavillon à Milan par rapport à cette réflexion sur la responsabilité individuelle et la consommation. Donc voilà un peu les différences. Ok, merci. Oui, tu avais une question, Bob. Et puis... Robert James Parsons du Courrier. Monsieur l'ambassadeur, vous avez insisté beaucoup sur l'eau et la durabilité. Pourtant, je remarque bien que vous avez Nestlé comme parrain. Ça me rend perplexe parce que Nestlé est vivement critiqué pour avoir épuisé et même détruit des nappes phréatiques entières, des sources, pour avoir été, de sorte qu'elle a été chassée de plusieurs pays pour sa mise en bouteille de cette eau. Et en plus, il y a quelques années, les syndicats de Perrier sont venus dénoncer devant l'Assemblée générale de Nestlé que Nestlé mettait en bouteille Perrier de l'eau du robinet gazifié. Et face à la dénonciation, Peter Brabeck a dit simplement: nous sommes les propriétaires de l'eau, nous sommes les propriétaires de la marque, nous pouvons en faire ce que nous voulons.
En plus, Nestlé est la société, l'entreprise la plus boycottée du monde entier à cause de la commercialisation abusive de son lait en poudre que les ONG disent cause plus de 2 millions de morts de nouveau-nés dans le monde. Donc, ça cloche quand même avec l'image que vous essayez de projeter et aussi avec l'image projetée par les autres parrains. Votre commentaire? Mais merci pour votre question. Tout d'abord, effectivement, vous avez raison, l'eau est un élément central de notre pavillon parce que la question de l'eau nous importe. Elle nous importe tout d'abord au titre de la Confédération. On présente beaucoup de projets de la DDC sur les questions liées à l'eau. L'eau est également le pilier essentiel de l'exposition des cantons du Gothard qui ont reproduit le massif du Gothard et sur lequel de l'eau tombe de manière à montrer que la Suisse est la source d'eau de l'Europe. Donc on a des cantons qui se présentent à travers l'eau. On a aussi le canton de Zurich qui vient d'ouvrir son exposition Schluck Zürich Wasser, c'est-à-dire au fil de l'eau, Zurich présente sa personnalité. Ensuite, on a la Tour de l'eau. La Tour de l'eau, tout d'abord, était prévue par rapport à une collaboration avec Nestlé qui devait présenter dans cette Tour de l'eau les bouteilles d'eau, l'eau en bouteille dont vous parlez maintenant. Et puis, suite à un certain nombre de critiques, un certain nombre de questions qu'on a reçues, notamment des commissions parlementaires, sur l'image qu'on pouvait donner à travers l'eau en bouteille, et les parlementaires estimaient en partie que la Suisse, c'est plutôt la Suisse de l'eau potable, une grande tradition, comme vous le savez, d'eau potable. On peut boire dans nos fontaines, on peut boire au robinet. Et donc, on a changé d'entente avec Nestlé, on a présenté finalement plutôt la Suisse de l'eau potable plutôt que de la Suisse de l'eau en bouteille. Je suis bien évidemment pas responsable des activités de Nestlé, mais Nestlé est un partenaire important. Et ce qui m'intéresse, moi, tout d'abord, c'est de montrer qu'on travaille avec nos entreprises. La Suisse est la Suisse des grandes entreprises multinationales industrielles, mais aussi la Suisse des paysans biologiques. Donc oui, les entreprises multinationales font partie de notre identité, de notre prospérité. Est-ce que ces entreprises font tout juste? Certainement pas. Ce qui nous importait, c'est de travailler avec eux, de les engager sur des débats qui permettent de faire avancer les choses, de trouver un développement durable pour tout le monde, pour les entreprises, mais aussi effectivement pour les citoyens et les citoyennes qui doivent avoir accès à l'eau. En invitant Jean de Sigler avec les Genevois en septembre, je pense qu'on aura ces discussions. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'on ait ces discussions. L'expo a été attaquée exactement de la même manière ou sous le même angle que le vôtre. L'expo a été attaquée en disant pourquoi est-ce qu'on veut réfléchir sur l'alimentation durable et le sponsor principal est Coca-Cola. Et alors, Carlo Petrini, le fondateur de Slow Food, a dit une chose très juste. Si vous voulez faire avancer les choses avec ces entreprises-là, il faut les avoir à bord. Le meilleur moyen, c'est de leur rentrer dedans. Le meilleur moyen, c'est de les avoir sur une table et de leur poser des questions difficiles. L'alternative qui viserait à ne pas se présenter avec ces entreprises est la plus mauvaise des alternatives. La visibilité, la communication fait avancer les choses. La non-communication, l'absence, le boycott ne fait pas avancer les choses. On est conscient des contradictions, on espère les thématiser. Et les discussions qu'on a eues avec Nestlé, dès le début, ont été dans ce sens-là. On a voulu une entreprise qui accepte la critique, qui réponde. Est-ce qu'on va faire avancer les choses? Je l'espère. On vit dans un monde imparfait, j'en suis conscient. Merci, Daniel. Daniel Vermus. J'allais poser la même question au sujet de Syngenta, mais vous avez très bien répondu. C'est gentil. Et donc l'autre question, c'est est-ce que vous arriverez à lier les contenus dont vous avez parlé avec l'arrivée des objectifs de développement durable, dont Genève sera un des principaux lieux de gestion de ces objectifs, et donc l'objectif numéro 2 étant l'agriculture durable et la sécurité alimentaire. Donc c'est en plein dans le thème de Milan. Est-ce que vous faites quelque chose à ce sujet? Je vous remercie beaucoup de poser cette question. Ça me permet de faire la publicité pour notre prochain événement qui est précisément à Milan.
mercredi prochain en présence du conseiller fédéral Schneiderman, où justement on a organisé un débat sur ces questions-là, en présence, figurez-vous, du CEO de Syngenta, parce que précisément on voulait pouvoir avoir un dialogue avec les responsables opérationnels de ces questions-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ces débats-là. Ce sera un débat très technique, organisé par l'Office fédéral de l'agriculture, donc on va porter précisément sur à la fois la Suisse, en termes de sécurité alimentaire, mais la Suisse et le monde, notre politique au sein des organisations romaines sera présentée. Ça, c'est clair qu'on va le faire, et on le fait notamment avec la DDC également. Ce qui m'intéresse, moi, en termes de développement durable, en parallèle à ces débats classiques, en quelque sorte, c'est le rôle de l'individu. J'aimerais qu'on arrive véritablement à sensibiliser les individus du monde occidental, du monde développé, à leur capacité, justement, de participer à ces efforts-là. Lorsque je me suis intéressé à cette expo, je me suis intéressé à toutes les statistiques possibles, et ce chiffre me hante la nuit. Ce chiffre d'un tiers de nos achats qui finissent à la poubelle. Ça me hante la nuit parce que j'aimerais pas qu'on soit un État qui participe à travers ses budgets publics à l'action de la DDC et des ONG à l'étranger, et en parallèle que nous-mêmes, on ait un comportement qui ne soit pas cohérent par rapport à ça. On cherche la cohérence, la responsabilité individuelle et l'action dans le cas des programmes officiels qui permettent de remplir les buts dont vous avez parlé avant. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit l'ambassadeur Bidot? La question du développement durable est très intéressante. Un architecte à Milan qui s'appelle Stefano Boeri a construit 2 tours verticales et ce complexe s'appelle la forêt verticale, il bosco verticale. Et justement, il a été et il continue d'être très intéressé par cette question justement du développement durable, de la biodiversité. C'est vraiment, je pense, à Milan aussi, avec l'alimentation, une des questions clés qui sensibilise à la fois les architectes aussi, qui sont vraiment ceux qui ont été partie prenante au début du master plan de l'exposition universelle. Donc je voulais aussi vous signaler ce Bosco Verticale, si vous avez envie d'aller le voir, il se trouve à Porta Nuova, donc c'est très très intéressant. J'ai oublié tout à l'heure de vous citer aussi le film que nous allons présenter le 18, qui s'appelle Rubber in a Rice Bowl, qui est fait par le professeur Christophe Giron du Graduate Institute, qui sera le Graduate Institute, un des partenaires de cette journée du 18, et également avec le SNIS. Donc je tenais à vous le dire. Donc ce film qui parle de la question de l'accaparement des terres, notamment au Cambodge, sera visible le soir, juste avant le débat. Merci. Merci. Nicolas, tu avais quelque chose à... Non, je voulais rajouter, vous l'avez mentionné, le quartier de Porta Nuova, parce que Milan, il faut lire ce bouquin, hein, parce que Milan, c'est une ville incroyable, que personne ne connaît, parce qu'au fond, elle ne correspond pas aux clichés qu'on a de l'Italie, qui sont plutôt la Toscane et puis l'Italie de la Renaissance. Ce quartier de Porta Nuova, là, moi qui voyage beaucoup, la dernière fois que j'ai eu cette impression, c'était à Berlin, lorsqu'on a refait la Potsdamer Platz. C'est comme ça, hein, Milan. Vous avez des quartiers qui sont incroyables et qui sont parmi les plus intéressants d'Europe. Il faut y aller. Les premiers, comme ça, vous pouvez retourner et dire « Moi, j'étais à Milan ». Très bien, Margareta. Bon, moi, je n'étais pas à Milan, à l'exposition. Justement, ma question, la première, monsieur l'ambassadeur, ces fameux gobelets dont vous parlez, ils sont en quoi? Quelle matière exactement? Parce que je suppose qu'on parle de développement durable. Première chose. Deuxième chose, vous avez dit qu'il faut absolument, bien sûr, si on va à Milan, c'est pour visiter le pavillon suisse, mais après ça, parmi les 20 qu'il faut visiter, lesquels vous nous recommandez? Parce que de toute façon, pendant un jour ou deux, on ne peut pas tout visiter, je suppose. Donc, il faut quand même faire un choix. Et là, on aimerait savoir qu'est-ce que vous nous recommandez. Et puis, la troisième question, comme je viens d'un pays qui s'appelle la Moldavie, c'est un pays agricole, ça m'intéresse beaucoup, le thème de l'agriculture. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous attendez exactement? Vous mettez bien sûr en valeur le paysan, le produit bio suisse, mais qu'est-ce qu'on attend exactement ou concrètement d'une telle exposition pour l'agriculture suisse? Est-ce qu'il s'agit qu'est-ce que vous attendez? Des résultats concrets? Merci. Merci. Alors, pour la première question sur les gobelets, les gobelets sont exactement la même matière que les gobelets que vous retrouvez dans les festivals de musique.
ces fameux gobelets qu'on peut utiliser, qu'on peut laver, qu'on peut utiliser très très longtemps. C'est un plastique qui résiste à la machine à laver. Donc c'est ce qu'on fait de mieux aujourd'hui pour durer, hein. Donc voilà, ça c'est nos gobelets qui sont en plastique évidemment, mais qui sont utilisables à très long terme. Ça c'est les gobelets. Avec un design dessus que vous verrez lorsque vous visiterez Milan, et vous visiterez un autre pavillon évidemment en premier. Non, pas vrai. Il faut commencer par le pavillon zero. Le pavillon 0 est en fond l'introduction que propose l'Italie dans cette exposition, qui est un très beau pavillon, très grand, très imposant, dans lequel vous avez le chemin de l'humanité, le chemin que l'humanité a fait dès ses débuts jusqu'à aujourd'hui pour faire face à cette question essentielle: comment est-ce que je me nourris ? Comment est-ce que je me nourris moi ? Comment est-ce que je me nourris ma communauté ? Comment est-ce que je nourris ma société ? L'évolution historique, très bien faite, très didactique, avec tout d'abord une immense arche, l'arche du savoir. On passe à travers l'arche du savoir pour nous rappeler l'importance de l'éducation par rapport à cette question de la nourriture. Et puis ça finit avec un immense tas de garbage. Pour finir avec une question essentielle, on a beau être plus intelligent, évoluer, est-ce qu'on évolue vraiment ? Est-ce qu'on évolue vraiment si on n'arrive pas à faire face à la surconsommation et à ces garbage dont je parlais tout à l'heure ? Vous commencez par là, ensuite vous allez chez nous, parce qu'on a la réponse à ça. Comment est-ce qu'on arrive à avancer tous ensemble en étant responsables ? Et ensuite vous avez des pavillons, c'est un peu mes coups de cœur, hein. Moi j'aime les pavillons qui sont à la fois sur le contenu et sur un geste curateur. Les Brésiliens ont un geste de curateur très fort. Les Brésiliens, on sent que Sao Paulo est derrière, on sent la Biennale de Sao Paulo. C'est un immense filet sur lequel on marche. En dessous du filet, vous avez des espèces de l'Amazonie, et ce filet symbolise finalement l'interaction qu'on a entre nous sur la question de l'alimentation. Lorsqu'un paysan va mal en Amazonie, c'est Rio qui a faim. C'est un très beau geste, c'est très beau, et je trouve la question est intéressante. Toujours un peu dans la même ligne, nos collègues autrichiens proposent une chose très belle. Ils ont reconstitué une forêt, et dans cette forêt, vous avez de l'air, vous avez beaucoup de mouvements d'air, ce qui nous rappelle que ces forêts sont là et qu'il ne faut pas les détruire. La question de l'apport des forêts à la biodiversité, c'est très beau, c'est très bien fait, c'est simple. Vous avez aussi le pavillon anglais, qui est très intéressant. Il est très esthétique, une grosse structure de métal qui reflète le bruit fait par une ruche qui vit vraiment dans le pays de Galles. Et vous avez toute la thématisation de l'importance des abeilles et de leur disparition. Les Coréens sont très originaux par rapport au contenu d'une part, mais surtout parce que les Coréens, un peuple par définition dans l'high-tech et les écrans, ont renoncé aux écrans dans leur exposition, ce qui prouve bien qu'on avait raison, dans l'émotion et pas les écrans, ça c'est fort. Le pavillon italien, évidemment, il est puissant, il vous fait réfléchir sur l'Italie aussi, ce qui est très intéressant sur l'Italie de demain. Les Italiens n'ont pas eu peur dans cette expo. Et le discours de Matteo Renzi est un discours très fort qui a mis en avant ce que vous avez dit, Madame Baline, sur la solidarité des Milanais. Et au fond, ce qu'on oublie souvent, hein, on perçoit Milan comme un pays arrogant, fort, mais c'est pas vrai. C'est un pays solidaire et il suffit d'aller à la gare de Milan pour voir à quel point les citoyens s'engagent pour ces réfugiés syriens, ces migrants. Les Allemands sont lourds, mais très intéressants. Ils ont mis l'essentiel de leur force sur l'éducation, et c'est très bien fait, ça vaut la peine d'être vécu. Et puis j'ai un petit faible aussi pour le pavillon Slow Food, qui comme d'habitude est très intelligent. Vous allez là-dedans, vous achetez pour pas très cher, plein de petits tickets, et puis ensuite vous allez découvrir ce que les Italiens savent faire et comment ils le pensent. Voilà quelques indications. Ça vaut la peine d'y aller définitivement. Merci beaucoup, ce sera peut-être notre... Est-ce que je peux encore ajouter quelque chose ? Et sur l'agriculture, excusez-moi. Ah oui. Excusez-moi, l'agriculture, bien évidemment. L'agriculture, alors, on a l'agriculture suisse, finalement, a deux identités, celle qui exporte et puis celle qui est active sur le marché suisse. La dernière, tout d'abord, la communication, la forte présence
des paysans et de leurs subventions en partie à travers, par exemple, les tours, la tour des pommes, puis les produits du restaurant qui viennent tous de Suisse, est avant tout, je dirais, dirigé vers la consommation intérieure. Il y a un phénomène en communication qui est très intéressant. Lorsque vous avez du succès à l'étranger, ça booste la consommation intérieure. Comme on aura entre 500 000 et 1 million de visiteurs suisses, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont là pour fidéliser finalement les paysans suisses à leur consommation. Et puis, il y a aussi évidemment l'idée de l'exportation. L'exportation suisse, elle est le fait de produits qui sont forts, avec une perception de qualité, celle du chocolat, celle du fromage. Et l'idée, c'est à la suite de ces différents produits, d'arriver avec des produits de niche qui respectent cette idée de qualité suisse, mais qui apportent quelque chose d'original. Les pommes, par exemple, c'est un bon exemple. Le goût de ces pommes étonne énormément les Italiens. On a travaillé sur une production de pommes séchées, sur des méthodes de production qui sont très originales, et donc on essaye d'ouvrir quelques produits de niche. On n'arrivera plus à exporter en masse, comme on le fait au niveau du café, au niveau du fromage, au niveau du chocolat. Le café, by the way, 3 fois plus d'exportation que de fromage, ce qui est relativement étonnant. Mais donc on essaye, derrière ces navires amiraux, on essaie de placer des produits. Par exemple, le vin, on a une grosse opération sur le vin. Le vin est fortement subventionné à Milan dans le cadre de notre restaurant pour pouvoir placer certaines de nos spécialités qui n'existent pas à l'étranger, le cornalin, la petite arvine, par exemple. Voilà. Oui, je voulais juste ajouter, lorsque vous sortez du pavillon italien, vous arrivez sur la Piazza Italia et il y a un magnifique arbre de la vie. Donc, je sais que Daniel est très sensible à la question justement de l'environnement. Donc, voilà. Et j'espère que vous viendrez évidemment lors des 2 journées sur le pavillon suisse, 2 journées du FIFDH et de la ville de Genève. Merci. Dernière intervention de Boris. Oui, Boris Engelson, journaliste fou. J'ai cru comprendre que Guy Mettan allait annoncer la clôture du temps des questions, donc je me contenterai de clamer mon enthousiasme, surtout face au fait que, comme icône de la Suisse, Jean Ziegler va remplacer et l'INT et l'Union de banques suisses. Mais j'espère quand même que cette croisade équipée de ceux qui pensent juste sur les terres de la Lega où on pense faux saura s'arrêter à Novare sans pousser jusqu'à Marignan. Merci. Quelle remarque, bonne question. Voilà. Merci pour cette remarque conclusive, Boris. Et puis je crois que s'il n'y a pas d'autres interventions, merci encore nos intervenants, Louisa et Nicolas Bidot. Et puis, je me demande quand même comment les Suisses qui pensent mal, comme moi, peuvent se retrouver dans cet admirable programme, surtout le programme annexe et celui des journées qu'on nous a annoncé.